On dit qu'en France, les enfants passent en moyenne 3 heures par jour devant les écrans. Aux États-Unis, les 5-16 ans passent 6 heures et demie par jour devant les écrans. Et dans certains pays asiatiques, le phénomène du temps passé devant les écrans est devenu un tel problème de société que le législateur s'est mis à réguler la pratique des écrans. En Chine, depuis décembre 2013, une loi impose aux parents de ne pas être trop indulgents avec les jeux en ligne et les jeux électroniques vis-à-vis de leurs enfants. Et à Taïwan, le gouvernement a fait passer une loi en janvier 2015 selon laquelle les parents sont susceptibles d'avoir une amende allant jusqu'à 1 600 $ s'ils laissent leurs enfants trop longtemps devant les écrans. C'est vrai qu'en tant que parents, aujourd'hui, on a l'impression que même si on définit des règles, sincèrement, il y a toujours une bonne raison impérative pour que la règle ne soit pas respectée. Donc en résumé, gérer le temps des écrans au sein de la famille devient un enjeu majeur de l'autorité parentale, sachant que l'écran est un ennemi polymorphe, parce qu'il a la forme d'un iPad, d'un smartphone, d'une Xbox, d'une télé, d'un ordinateur, enfin il y en a partout. Quand on en enlève un, il y en a un autre ailleurs dans la maison. Donc la question, c'est où mettre le curseur en fonction des âges, de la personnalité, etc. Et comment essayer de gérer intelligemment le jeu vidéo sur la famille, parce que le jeu vidéo, c'est un élément, une partie intégrante de notre vie, de notre société. Ça peut apporter beaucoup de choses vraiment positives. Et souvent, les parents ne savent pas trop comment gérer ça au sein de la famille. Il faut savoir que le temps d'écran, c'est quelque chose qui est justement très questionné, le rapport que va avoir l'enfant avec l'écran et tout ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je conseille la lecture des balises 36912 qui ont été écrites par Serge Tisseron, qui parle vraiment de ça, du rapport que l'enfant va avoir avec l'écran. Le mieux, ce serait de limiter à 2 heures par jour le temps d'écran. Après, ça dépend vraiment, je pense, de la famille. Je ne veux pas donner de conseils vraiment sur combien d'heures, combien de minutes et tout ça. Ça dépend vraiment de la famille, c'est aux parents et aux enfants de discuter de ça tous ensemble. Le but, c'est qu'il y ait des limites qui soient mises, en fait. C'est ça, le fait que l'enfant sache combien de temps il peut jouer. Et comme je parlais tout à l'heure d'autorégulation, qu'il sache, par exemple, il me reste une demi-heure à jouer, je vais jouer pendant une demi-heure et après, je vais devoir m'arrêter. Donc, je vais faire en sorte de, par exemple, m'arrêter. C'est pour ça que je parle de ça, parce qu'une loi qui peut punir les parents s'il y a une trop grosse consommation d'écran, comment est-ce qu'on fait pour fixer le trop gros, en fait? C'est la vraie question qui se pose, ouais. La grosse difficulté, je pense aussi, c'est quand même qu'il faut savoir que l'enfant veut beaucoup imiter. L'enfant, c'est justement, il fait un peu comme ses parents, et on le voit avec des enfants de 2-3 ans qui vont commencer à prendre une banane et faire « Allô » parce que papa, il est tout le temps au téléphone. Bah, moi, je vais jouer au téléphone aussi. Et là où ça peut devenir compliqué de réguler l'écran pour les enfants, c'est que si les parents sont tout le temps derrière les écrans, comment est-ce que l'enfant va pouvoir lui-même se réguler si papa et maman ils se régulent jamais? Parce que c'est quand même très difficile de dire fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et il faut faire attention aussi à ça, parce que les parents sont un exemple pour l'enfant. Et donc, oui, il faut réguler le temps d'écran pour les enfants, mais en régulant aussi son propre temps d'écran en tant que parent. Quand on était petit, on nous disait, nous aussi les enfants disent pour plein de choses, pourquoi toi tu as le droit et pas moi? Parce que moi je suis une adulte, toi un enfant. Donc c'est pas forcément... Oui, les adultes font certaines choses que les enfants n'ont pas le droit de faire, mais c'est la position des enfants. Donc finalement, c'est la limite, là c'est juste la limite de l'autorité et du règlement dans la maison. Il faut faire vraiment attention à comment est-ce que le parent va avoir le rapport à l'écran pour que ça puisse vraiment impacter sur l'enfant. Après, bien sûr, la loi parentale doit être là, évidemment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est pour ça que je trouve que il y a un côté un petit peu dangereux, parce que si on n'est pas là pour limiter, ils ne savent pas tout seuls. Oui, c'est quand même quelque chose qui peut être important, au moins de fixer une limite à l'avance. C'est quand même plus simple que quand, une fois qu'il est dans le jeu, lui dire bon, il te reste 5 minutes, alors que là, on est en pleine partie, ça dure plus de 5 minutes, on va pas pouvoir finir. Alors que si le temps est fixé à l'avance, comme un exemple assez simple, c'est pour les tout petits enfants qui regardent des dessins animés, genre Choupi par exemple, ou Peppa Pig, et ça dure 10-15 minutes, même moins je crois. On lui fixe un temps, on lui dit tu vas regarder 3 Choupi par exemple. Et comme ça, il sait qu'à la fin du 3e, on coupe la télé. Pour le jeu vidéo, il faut que ça soit à peu près pareil aussi. Il faut que l'enfant ou l'ado qui joue, il sache qu'il a un temps limite, que ce soit 1 heure ou un temps de jeu, n'importe, mais qu'au moins lui-même puisse adapter son jeu en fonction du temps qu'il a en fait. Et c'est comme ça que la limite va pouvoir se mettre en place et être acceptée en fait. Et Virginie, toi qui es avocate en droit de la famille, tu disais que certaines décisions tenaient compte
de ces aspects-là. Tu veux nous en dire un tout petit peu? Oui, alors c'est pour ça qu'on ne parle pas d'addiction aux jeux vidéo, dans un sens effectivement parce que l'addiction c'est pathologique. Donc on ne dit pas que c'est pathologique et donc on ne peut pas dire qu'un enfant qui joue beaucoup dont les parents effectivement sont peu attentifs et laissent beaucoup les enfants jouer aux jeux vidéo, sont des mauvais parents et tout comme ils sont, voilà, il y a beaucoup de suralimentation ou autre. Mais néanmoins, c'est vrai que chez les enfants, trop de jeux vidéo, ça n'a pas une très bonne réputation. On ne dit pas en général qu'effectivement c'est très bon pour les enfants. C'est vrai qu'on remarque aussi effectivement que les enfants sont un peu plus nerveux quand ils jouent beaucoup, que ça peut créer aussi des déviances comme un refuge, ne pas permettre de... Ça peut être effectivement une bonne babysitter. Et qu'il y a effectivement ce que je disais, remettre dans l'univers familial de la réalité, c'est-à-dire autre chose. Il n'y a pas que les jeux vidéo, il y a aussi donc le monde réel. Il y a un débat sur la résidence, si l'enfant est mieux chez le père ou la mère. Est-ce que, oui, c'est un critère, est-ce que les enfants sont laissés seuls devant des jeux vidéo pendant des heures? Oui, c'est un critère. On lit souvent dans les médias que les grands patrons de Silicon Valley interdisent des écrans chez eux. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Il faut savoir quand même que ces gérants-là, ils inscrivent leurs enfants dans des écoles où chaque enfant a un coach personnel, où chaque enfant est suivi en 1 pour 1 par un adulte, où chaque enfant presque a son poney tout seul. Enfin, en fait, ils les inscrivent pas dans des écoles où il n'y a pas d'écran, ils les inscrivent dans des écoles super chouettes où l'enfant a tout pour lui. Et oui, là ça devient intéressant parce que dans l'éducatif, il faut, je pense, comme tu disais tout à l'heure, mettre du digital et du normal, en fait, ce qu'on appelle la culture du livre et la culture de l'écran, parce que c'est pas pareil s'il y a de la verticalité, de l'horizontalité et tout ça. Mais si on peut permettre aux enfants d'avoir un adulte pour lui tout seul, un coach personnel, un cheval, enfin voilà tout ça, c'est vraiment beaucoup mieux que dans une simple école où il y aura un iPad et un prof pour 35 élèves, par exemple. Et c'est là où il faut faire attention en fait aux grands discours qui nous disent les gérants de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran, parce qu'ils cachent quand même un peu le reste de la vérité qui, au final, nous ouvre les yeux sur le fait que oui, d'accord, mais bon, c'est pas si simple que ça en fait. Dans la série des jeux pédagogiques, mais en version digitale, il y a tous les produits permettant aux enfants de découvrir la programmation. Donc quand j'avais 20 ans, c'était les tout premiers Turtle et autres logiciels ludiques pour apprendre à programmer, c'était assez simple. Et maintenant, vous avez des outils superbes comme celui du MIT, en fait fait pour les enfants, qui vous permet, à la fois vous, si vous, en tant que parent, vous n'êtes pas sensibilisé à ce que veut dire que programmer finalement un ouvrage, même très rudimentaire sur un ordinateur, et bien finalement grâce à cet outil, c'est à nouveau, je trouve, une occasion de partager quelque chose sur l'écran avec un enfant, bien avant qu'il soit ado et qu'il touche au jeu en réseau. Vous participez à la démystification aussi un peu du numérique, parce que vous apprenez finalement comment finalement le petit bonhomme se présente sur l'écran et pourquoi lorsqu'il va attraper le ballon, il va se passer quelque chose. Donc, finalement, vous l'aidez à faire ça, vous apprenez en même temps, et ça participe, je trouve, à l'éducation numérique en famille. Le jeu vidéo, il est clairement immersif, c'est une machine de guerre, il est utilisé en entreprise de plus en plus, et notamment pour sensibiliser les salariés à la cybersécurité. On appelle ça des serious games, où en fait on met en immersion les salariés dans une situation. Il y a même le CIGREF, donc qui est l'association des DSI français, qui a fait on va dire une espèce de jeu de rôle, je ne sais pas comment on peut le caractériser, qui met en fait les dirigeants d'entreprise dans le rôle d'un hacker pour hacker une entreprise. Donc c'est clair que le jeu vidéo il a des côtés très positifs dans beaucoup de domaines et dans toutes les disciplines, que ce soit ressources humaines, informatique. Enfin, dès qu'il faut changer, moi j'avais travaillé sur par exemple le développement durable. Le développement durable, c'est quand même, à part quelques illuminés, c'est un sujet qui embête beaucoup de monde. Et le jeu vidéo est un excellent moyen pour faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils doivent faire et de faire évoluer et modifier leur comportement.